Bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Deuxième rencontre donc autour des livres de nos auteurs. Vous le savez, ce ne sont pas des débats à thème que nous faisons ici, mais nous parlons des livres pour vous donner envie et ensuite de poursuivre la rencontre d'une manière un peu plus intimiste avec l'objet livre auquel nous tenons beaucoup. Avec nous sur ce plateau maintenant Ziad Bakir qui va nous parler de l'amour des choses invisibles paru chez Grasset. Yahya Belaskri, que je ne vois pas parce qu'il va falloir vous pousser un tout petit peu. Oui, mais c'est parce que voilà, je ne vois pas Yahya. Sans tomber dans la mer. Pour le silence des dieux, paru chez Zulma. Notre ami Guy. Mince, j'ai marqué Guépoliquin. J'ai pas mis ton prénom. Christian en plus, qui est déjà venu souvent au festival. Christian Guépoliquin pour Les ombres filantes, paru chez La Peuplade. Et puis Nicolas Chiemla, je crois que c'est la première fois que vous venez au festival, et qui a écrit un livre qui s'appelle Murnau des ténèbres. Murnau. En allemand, c'est Murnau, mais Murnau. En français, on dit Murnau. Et si on dit Murnau, on fait le pont entre les deux. Bon, alors Murnau, c'est bien. C'est bien. Je vais faire le pont, alors. Ouais, moi, j'aime bien faire les ponts. Voilà. Et puis Pascal est bien sûr avec nous pour ce plateau. On va peut-être commencer par vous, Nicolas, oui. Parce que vous m'avez dit que vous vous rappelez plus très bien de ce que vous aviez écrit dans votre livre, ouais. Que vous êtes un peu ailleurs parce que vous arrivez d'une longue balade en tongs en Corse, je crois. C'est ça, ouais. Voilà. Donc... J'ai fait le GR20 en claquette. Ah ouais. C'était important de le faire en claquette. Oui, c'est de la marche de pleine conscience. Donc ça oblige à aller très lentement et à se concentrer sur chaque pas. Très bien. Ouais, donc là, vous êtes un peu déconcentré. Je suis complètement perché, là. Voilà. Comment ? Ne vous laissez pas faire. Non, je ne me laisse pas faire, rassurez-vous. Alors, Nicolas Chiemla a signé 2 essais et un roman, Monsieur Amérique, paru en 2019 aux éditions Séguier. Et là, est-ce qu'on peut parler d'un roman ? Vous paraissez là dans une nouvelle maison d'édition, enfin une nouvelle collection de la maison d'édition du Cherche Midi, oui. La collection Cobra. Oui, en fait, c'est le même éditeur, c'est Jean Le Gall qui a écrit, qui a publié mon premier essai Lucifer sur le luxe et le diable, mon premier roman Monsieur Amérique, qui était une épopée américaine sur 50 ans d'histoire. Et en fait, c'était chez Séguier. Et chez Séguier, comme il a fait un très beau travail de repositionnement de cette belle maison, il est ensuite, on lui a confié le Cherche Midi. Et au Cherche Midi, il a voulu lancer une nouvelle collection qui s'appelle Cobra, qui a pour ambition très arrogante, n'est-ce pas, de renouer avec l'imaginaire romanesque, de redonner du souffle au roman, un peu en réaction à certaines évolutions qu'on n'est pas seul à constater, mais d'une littérature qui perd un peu d'ampleur, quoi, et qui se concentre un peu trop, justement, on parlait de créer des passerelles et des ponts. La littérature de plus en plus s'enferme dans des approches identitaires, essentialistes, où chacun parle de soi et renvoie un miroir, même pas déformant, à ses lecteurs, alors que Jean et moi-même, on croit et on est quelques autres, heureusement, que la littérature, au contraire, elle est là pour faire bouger les lignes, pour dissoudre les identités, pour les questionner, les renverser, les secouer. C'est un peu le credo d'Étonnant Voyageur, voilà. depuis 32 ans, en fait. Oui, c'est pour ça qu'on vous aime, mais vous remarquerez qu'on n'est pas complètement majoritaire. Alors, donc, premier succès pour ce roman Monsieur Amérique. Et là, vous revenez avec ce récit autour d'un des plus grands cinéastes du monde. On peut le dire, ouais. Murnau. Donc Friedrich Murnau. Alors, Murnau, donc c'est un cinéaste allemand qui est considéré comme vraiment le pionnier du cinéma moderne, ou du cinéma contemporain, on va dire, parce que donc il commence ses premiers films après la Première Guerre mondiale, et il fait partie des tout premiers à avoir compris que le cinéma est un art à part entière, que c'est pas du théâtre filmé, que c'est pas de la peinture animée, mais qu'il y a un véritable langage des images et surtout un langage des ombres et de la lumière qui est propre à cet art quasiment occulte, puisque en fait on anime des ombres.
D'ailleurs, l'origine du cinéma, c'est ce qu'on appelait enfin, il y a évidemment la lanterne magique, qui était très décriée par l'Église et qui était déjà des ombres qu'on faisait bouger autour de la lumière. Mais après ça, il y a eu les fantasmagoria, qui étaient des jeux de miroirs sur scène où les gens venaient voir des fantômes apparaître. Et une fantasmagorie, étymologiquement, c'est un dialogue avec les morts. Donc cette idée de faire revivre les morts, ou en tout cas de figer le présent pour l'éternité, de s'approprier des pouvoirs du divin, c'est quelque chose qui est assez essentiel en fait au cinéma. Et Murnau est un des premiers à comprendre ce langage et cette magie. Et il est véritablement visionnaire, pour moi, dans deux dimensions. La première, c'est que il a vraiment posé les bases de plein de nouvelles techniques. Ça a été un des premiers à faire bouger la caméra pour exprimer des émotions, alors que la caméra était très figée. Enfin bref, c'est un vrai pionnier, innovateur d'un point de vue technique, mais il est aussi visionnaire au sens où il fait partie de ces rares artistes dans l'histoire de l'humanité, je sais pas, au niveau de Léonard de Vinci, on va dire par exemple, qui sont capables d'imposer une image, une vision, qui va imprimer profondément l'imaginaire collectif, l'inconscient collectif à un niveau quasi planétaire. C'est-à-dire que l'image de Nosferatu, qui est un de ses plus grands films, le premier film de vampire de l'histoire du cinéma, l'image de Nosferatu qui grimpe les escaliers avec son ombre projetée gigantesque sur les murs, même si on ne connaît pas Murnau, même si on n'a pas vu le film, on connaît cette image. Ouais. Et cette capacité en fait à créer quelque chose qui va vraiment façonner l'imaginaire pour au moins un siècle, hein, parce que le film date de 1922, donc ça fait littéralement 100 ans que le film est sorti. Il y a un remake qui va sortir en septembre, donc pour vous dire que l'héritage est... Voilà. Mais là, vous vous intéressez oui. Au dernier tournage. Voilà, son dernier tournage. Parce que en fait, j'y ai vu Donc l'histoire rapidement, hein, Murnau, c'est un peu le Spielberg des années 20, il règne sur Hollywood, c'est-à-dire il est tellement fort. Il n'est pas tellement aimé quand même. Hein. Non, c'est un personnage, il est un peu comme Kanye West aujourd'hui, quoi. C'est un génie un peu discuté, controversé. Mais donc bref, on le fait venir d'Allemagne parce que les Américains ont besoin. Le cinéma est en train de se constituer comme art et industrie. Donc les Américains comprennent que avec le regard de Murnau, on peut faire des films à la fois à vocation artistique et commerciale, donc ils le font venir aux États-Unis. Il règne sur Hollywood vraiment en roi absolu, même si ces deux derniers films ont un peu moins de succès. Et en fait, il fait un peu sa crise de la quarantaine. Il se rend compte qu'il n'a pas totalement les ficelles de son art, que les studios lui imposent des règles. Et bref, il plaque tout du jour au lendemain pour partir sur un petit voilier qu'il vient d'acheter. Il vient d'avoir son permis. Bateau, donc les gens de Saint-Malo sont familiers du sujet, et il part, il traverse le Pacifique avec cet espoir de retrouver un nouveau souffle, de donner un nouveau souffle à son art, donc c'est un peu dans l'air du temps à l'époque, il y a évidemment Gauguin avant lui, et sur place il va tourner un film sur un lieu interdit, c'est-à-dire que dans la grande tradition du roman d'aventure et du conte fantastique des Melville et Stevenson qui le précèdent, c'est vraiment l'histoire du petit blanc qui débarque sur une île, qui pense à peu près tout comprendre ou pas. Les insulaires lui disent que tel lieu est tabou, il y va quand même, et là l'esprit du feu se déchaîne, enfin en tout cas on y croit ou pas, mais les événements, le tournage part en vrille. Il y a des incendies, des incidents, des morts. Il finit quand même le tournage. Il fait un film qui s'appelle Tabou, qui est considéré par Romer, par exemple, comme le plus beau film de l'histoire du cinéma, Truffaut, Hitchcock également. Mais il ne le verra jamais achevé, puisqu'il meurt une semaine avant la première du film dans un accident de voiture en Californie. Et donc à l'époque, ça fait la une des journaux, la malédiction de Murnau, la malédiction du tabou. Il y a même le fameux Georges Simenon qui part sur place retrouver la fameuse maison maudite qu'il a fait construire sur le lieu tabou et qui écrit pour le Direct Soir ou France Soir, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, une page entière sur le sujet. Et donc voilà, j'y ai vu un sujet un vrai sujet de roman d'aventure, de conte fantastique comme moi je les aime, sachant qu'en plus il y a une dimension, pour utiliser un mot un peu à la mode, méta, c'est-à-dire il y a une mise en abîme que je trouve complètement dingue, parce que de fait en Polynésie, des histoires de blancs qui bougent des pierres interdites et qui du coup meurent, il y en a plein. Donc quand vous parlez avec les insulaires, ils vous disent oui, pourquoi tu racontes cette histoire, ça arrive tous les ans, on en parle tout le temps. Sauf que là, c'est pas n'importe quel individu, c'est Murnau, donc un pionnier visionnaire, mais en plus c'est un type qui flirte pendant toute sa carrière avec les forces du mal, puisqu'il fait Nosferatu.
Nosferatu est coproduit par un sataniste, ouvertement sataniste, Albin Grau, qui était un grand prêtre d'une société sataniste internationale. Il fait Faust, le fameux Faust de Christopher Marlowe et de Goethe. Donc il y a toujours dans son œuvre une dimension occulte, donc il flirte avec les forces du mal, et il se retrouve sur place quasiment projeté dans sa propre fiction. C'est-à-dire que quand on connaît son cinéma, et qu'on sait qu'en plus, il n'a rien emmené avec lui sur son petit bateau, si ce n'est les livres de Melville, Stevenson, Conrad, Pierre Loti. Et donc, il est imprégné comme ça de ces romans d'aventure qui ont tous une dimension un peu fantastique, parce que la Polynésie est de manière quasi inhérente fantastique. Et donc, quand on aligne les faits de son départ, de son voyage, de sa traversée, de son interdit, du tabou, des incidents, on se dit mais c'est dingue, en fait on a l'impression qu'il a mis en scène sa propre fin, quoi, et qu'il bascule dans la fiction. Alors, et vous mettez en scène quelqu'un qui va donc partir, alors peut-être vous, qui va partir sur les traces de Murnau, oui. et qui va là-bas s'installer dans une hutte dans laquelle il a vécu, oui. Et qui va découvrir un personnage qui va lui raconter en fait cette histoire, un personnage qui dit qu'il a connu. Voilà, donc il rencontre un vieillard qui est le gardien, squelette, hein. qui ressemble à un mort, un cadavre, et dont on peut se demander au fil du livre si c'est pas un vampire, si c'est pas le diable lui-même, peut-être que c'est Murnau qui s'est réincarné, ou peut-être que c'est juste le narrateur qui a eu une hallucination nocturne. Mais en fait, c'est une technique narrative assez éculée. Hein, c'est ce que fait Conrad d'ailleurs dans Au cœur des ténèbres, puisque dans Au cœur des ténèbres, le personnage qui incarne Conrad ne fait que rapporter ce que lui raconte Marlowe sur le pont d'un navire sur la Tamise. Donc en fait, Au cœur des ténèbres se passe à Londres en vérité. Et c'est juste un type qui raconte ce qui s'est passé en Afrique. Et donc ça me permettait d'abord d'installer cette dimension fantastique que moi j'ai vraiment voulu, enfin fantastique, aventure, cette espèce de trouble du réel où on ne sait pas si on est dans le rêve ou la réalité, ce que Shakespeare appelle l'étoffe des rêves et qui à mon sens fonde la littérature. Mais ça me permettait aussi d'avoir parce que moi je suis très attaché à une espèce d'intégrité créative, et Murnau est un personnage très mystérieux qui est assez sacré dans le monde du cinéma, c'est-à-dire qu'au début on m'a un peu mis des bâtons dans les roues quand j'ai voulu écrire sur lui. On m'a dit mais qui es-tu pour oser écrire sur ce monstre sacré, machin. Et de fait j'avais pas envie de lui faire dire ou d'affirmer des choses sur lui dont j'aurais pas eu les preuves. Donc passer par le on-dit, par le narrateur, l'homme qui était présent, qui a été témoin, ça me permettait d'insinuer des interprétations sans les imposer, quoi. Voilà. Eh ben voilà, pour quelqu'un qui se rappelait plus ce qu'il avait écrit, vous en parlez très très bien. Merci. Donc ça vous donnera envie, je pense, de lire le livre. Et on va enchaîner tout de suite. Bravo. Avec Pascal. On va enchaîner avec Christian Guépoliquin, qui est québécois, qui a fait des études supérieures en littérature à Montréal, une maîtrise en études littéraires avec mention d'honneur, s'il vous plaît. Étudiant en doctorat depuis 2013, toujours, elle est toujours pas finie cette thèse. Il y a des choses qui prennent du temps dans les vies. Ouais, bon. Une thèse qui a pour sujet, alors peut-être ça a changé depuis 2013, les enjeux du récit de chasse dans les arts narratifs au XXe siècle. Tout à fait. On trouve un petit peu ça quand même, c'est pour ça que j'en parle dans les ombres filantes. Alors le premier roman, c'était Le fil des kilomètres en 2013, qui est la raison pour laquelle la thèse a été décalée, qui a beaucoup retenu l'attention de la critique. C'était le point de départ, c'est une immense panne d'électricité, hein, qui n'est pas juste une maison, mais qui est tout un pays, qui est d'origine inconnue et qui propulse un homme sur les routes. Il part en voiture faire des kilomètres et des kilomètres. En 2017 paraît Le poids de la neige, le même narrateur, mais on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. On est dans une suite de livres, mais c'est pas vraiment une trilogie parce qu'il y a le 3e volume qui arrive. Le même narrateur est immobilisé dans une maison avec un homme plus âgé. Et voilà, il se déroule des choses entre eux, des dialogues. Et le 3e, dans celui-ci, a eu le prix France-Québec et le prix littéraire du gouverneur général. Et puis 5 ans après, Les ombres filantes,
qui est celui qui vient de sortir aux éditions La Peuplade. Cette fois-ci, on est dans une forêt, et le narrateur marche, et là, toujours pas d'électricité, hein, donc il marche et on comprend qu'il va rejoindre dans cette forêt un lieu qui est un lieu de famille, un lieu d'enfance, qui est un refuge, un endroit où il va retrouver sa famille et il va faire des rencontres. Alors, je voudrais parce que faire le lien peut-être avec l'atmosphère de mystère et de fantastique qu'on a dans Murnau, il n'y a rien de satanique là-dedans, mais malgré tout, cette forêt, elle est un peu mystérieuse, elle est un peu inquiétante, un peu magique. Et je voudrais peut-être lire le début pour réagir à ça. Elle est le commencement et la fin, elle précède les regards, elle leur succédera, elle est l'épicentre, le nœud, le refuge et la geôle, elle fascine autant qu'elle effraie. Bien, c'est ça, la forêt, c'est l'espace des apparitions, des disparitions, c'est un espace mythique par excellence. Et dans un contexte où, comme vous l'avez bien dit, où j'écrivais un roman, mon troisième roman, qui était en filiation avec les précédents. Ce n'est pas une trilogie, tout ça, c'est une espèce de cycle qui n'était pas prévu à la base. Mais donc, je suis resté avec ce grand concept de la panne d'électricité. Et on se dit, ben alors, qu'est-ce qu'une panne d'électricité a à faire avec la forêt? Rien. Bien non. Au contraire, le fameux recours aux forêts, hein, qui est l'espace refuge lorsqu'il y a des bouleversements sociaux, autant lorsqu'il y avait des conscriptions lors des guerres. Donc, on va se réfugier en forêt. Donc, la forêt devient protectrice, mais bien sûr, son essence, elle est aussi hostile parce que c'est cette nature qui n'est pas simplement bonne à observer. La nature n'est pas simplement un objet de contemplation et de détente. Non, ce sont des éléments en mouvement qui sont complètement indifférents au sort humain. Et donc, la forêt devenait cet espace-là privilégié qui, dans un contexte de panne d'électricité, était redéfini socialement. C'est une forêt étrangement habitée, étrangement peuplée. Donc, ce qui change un peu les règles de socialisation en lien avec la forêt. Et donc, on retrouve mon personnage qui est dans une grande traversée, qui doit se rendre au camp de chasse. Il faut comprendre aussi que la forêt, on est dans une vision, c'est un peu convenu de le dire, mais extrêmement nord-américaine. On n'est pas dans les boisés européens, là, on est dans les grands espaces. mais en fait, c'est ça, mais qui est un peu, c'est dans le sens de la fiction aussi, c'est un peu une forêt sans fin. La fin, elle est pratiquement inaccessible, même sans début ni fin. Et on pourrait dire que la forêt, moi, je l'ai toujours réfléchi un peu comme ça, un peu comme les Grecs anciens voyaient la mer, c'est-à-dire c'est cet espace périlleux, d'aventure, dangereux, mais qui oblige à certaines règles sociales, que ce soit d'hospitalité ou de méfiance à l'égard de certains groupes. Et donc, la forêt devient le contexte. Donc, et mon personnage, bref, veut retrouver les siens, parce que dans un contexte de perte de repères, autant sociaux que personnels, il se retourne vers ses origines et donc il veut se rendre au camp de chasse de sa famille, rejoindre ses oncles et ses tantes. Oui, parce que dans ce camp de chasse, il y a des gens qui habitent depuis un moment, donc sa famille. Il y a un petit côté survivaliste quand même dans cette histoire-là. Et alors, c'est drôle que vous parliez de mer et de mythologie grecque, parce que les noms de ces familles sont très inspirés par des noms grecs aussi. On a l'impression qu'on se retrouve dans une sorte de théâtre de dramaturgie, en quelque sorte, avec ces noms. Oui, je suis content que vous le souligniez parce que, dans le fond, si oui, c'est un roman qui techniquement est un peu survivaliste, là, n'est pas du moins ce que j'ai voulu faire. Ce n'est encore une fois que le contexte. S'il y a survie dans mon roman, c'est une survie qui est d'abord sociale, existentielle, relationnelle surtout. Donc, et là, lorsque mon personnage retourne vers sa famille qu'il idéalise, qu'il magnifie, il retourne vers sa mythologie personnelle. Et donc, de jouer avec les références que les membres de sa famille aient des noms qui peuvent faire penser aux dieux grecs et romains en jouant un peu avec les appellations. Exemple. Par exemple, l'oncle le plus belliqueux s'appelle Darès, en référence à Arès, qui était le dieu de la guerre. On a bien sûr Diane, qui est Diane, c'est la déesse de la chasse. Et donc, on a plusieurs noms comme ça. Et ça reste des références extrêmement subtiles. En fait, je me suis fait plaisir, mais ça permet aussi des fois de camper une certaine typologie de chaque personnage.
Et cependant, cette rencontre-là, avec cette famille-là, ou la mythologie personnelle, bien évidemment, ça se passe moins bien qu'on pense. Oui, comme dans toutes les familles. C'est l'effritement des mythes qui m'intéresse. C'est le fait que les mythes se désagrègent lorsqu'on essaie de les toucher. Et alors, étonnamment, il va chercher en quelque sorte refuge dans cette famille, évidemment avec les déceptions qu'on peut attendre, mais pas que des déceptions, parce qu'il y a aussi du soutien, mais il va trouver autre chose. Dans les rencontres, certaines menaçantes, d'autres plutôt bienveillantes, il y en a une très particulière qui se déclenche assez rapidement dans le livre avec un jeune garçon, Olio, dont il ne comprend pas trop ce qu'il vient faire là, qui se prend d'affection pour lui, ce jeune garçon, et en fait, qui va l'accompagner, ils vont cheminer ensemble, et petit à petit, il va y avoir une vraie affection, et même un sentiment de filial qui se déclenche. Et on a l'impression que s'il y a peut-être déception du côté de la famille retrouvée, il y en a une autre qui est en train de se créer. Bien, exactement, la rencontre avec le jeune garçon, c'est deux, en fait, c'est mon personnage principal, ce sont deux âmes perdues ou deux solitudes qui se rencontrent et qui vont s'adopter mutuellement. Et mon personnage principal, qui est un peu têtu, bourru, qui avance sans trop, je dirais, faire de bruit en étant extrêmement discret et efficace, eh bien, rencontre ce jeune homme-là qui a des tactiques de survie complètement différentes des siennes, c'est-à-dire qu'il va aller vers les gens, qu'il va risquer, il va mentir, il va voler aussi, mais qui va être assez ludique, qui va faire plein de gestes gratuits. C'est un petit elfe un peu assez espiègle en même temps. Exactement, et donc qui va forcer mon personnage principal à se révéler, du moins à avoir des émotions qui, de l'ordre de la colère, de l'ordre des émotions parentales en quelque sorte, et donc qui vont l'amener complètement ailleurs. Et lorsqu'ils arrivent ensemble dans la famille, donc mon personnage arrive dans sa famille, et une famille, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rôles bien assignés, chacun en quelque sorte à sa place, ce sont des règles un peu tacites, tout le monde a sa fonction. Et donc on arrive avec un nouveau personnage qui n'est pas familier avec les règles tacites de la famille et qui fait un peu office de sable dans l'engrenage, dans les rouages familiaux. Et donc, dans l'attachement pour ce jeune garçon, les frictions avec la famille de toujours, c'est là qu'il y a des dissensions qui sont à la base de mon roman. Oui, puis ça révèle aussi des choses, ça révèle ce qui ne marche pas. C'est un peu le lapin dans un bateau. On parlait de la mer. Normalement, il y a toujours un intrus, en quelque sorte, qui révèle les choses, mais ça les fait d'autant plus se rapprocher. Oui, allez-y. J'allais dire, ce sont, comme dans toute famille nombreuse, il existe des conflits larvés, des tensions larvées, et souvent, un élément extérieur assez banal où quelqu'un va arriver pour changer une dynamique et donc révéler. Donc, ces conflits-là larvés vont refaire surface et donc vont mettre à jour d'autres aspects de la dynamique, des dynamiques relationnelles, qui est souvent un peu moins rose qu'on le pense. Alors, on a l'impression vraiment qu'on va découvrir un livre sur la forêt, sur cette atmosphère mystérieuse, et c'est vrai. Mais au fond, le sujet, c'est vraiment cette histoire de famille, qu'on nous impose ou qui nous est imposée à la naissance et de celle qu'on se crée par choix, par cooptation mutuelle. Et au fond, le sujet, c'est ça, j'ai l'impression. Et c'est vraiment cette relation très particulière entre deux êtres. Oui, mais le sujet, je pense, échappe toujours un peu à son auteur, le sujet de ses romans. Mais à partir de là, moi, ce que je voulais faire, dans le fond, c'est un roman sur, comme je disais tantôt, l'effritement des mythes familiaux, mais en même temps, à un niveau dans la survie relationnelle. C'est qu'est-il permis d'espérer lorsque nos repères, lorsque le monde habituel n'est plus le même? Donc, et de quoi sommes-nous les héritiers d'un côté? Et donc, comment peut-on envisager un certain demain? On ne pense pas de reconstruire une société. On dit, qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine? Comment je peux prendre soin de quelqu'un qui est plus jeune que moi? Comment je peux m'assurer que j'ai un demain favorable? Et donc, c'est cette question-là sur les nécessités, les contraintes et les choix dans une vie où le monde virtuel n'existe plus. C'est une très belle écriture, et puis il y a des petites références littéraires, mais très discrètes. On s'amuse. On s'amuse. Merci d'en parler avec autant d'enthousiasme aussi, ça fait plaisir. Bravo.
Alors maintenant, on va parler un petit peu avec Yahya Bellaskri pour son dernier livre paru aux éditions Zulma qui s'intitule Le silence des dieux. Yahya est installé en France depuis les émeutes de 1988. Il pose un regard critique sur le grand récit qui réduit l'identité algérienne à l'arabité et à l'islam. Il a obtenu le prix Ouest France étonnant voyageur et c'est un très beau souvenir en 2011 pour Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut. Ça fait 10 ans quand même. Hein. Eh oui, ça fait 10 ans. C'est l'anniversaire. Oui, presque. Et il participe au collectif Pourquoi Camus en 2013. Il a rédigé une biographie essai sur le résistant algérien Abdelkader, un très beau portrait, je trouve, et de nombreux articles sur le dialogue des cultures méditerranéennes avec ses deux compères qui sont ici aussi quelque part, qui ne viendront pas sur ce plateau cette année, mais qui sont là souvent, Hubert Haddad et Jean-Marie Blas de Robles. Il coordonne la rédaction de la revue littéraire Apulée, qui a été présentée ici aussi dans un autre endroit, dont le 7e numéro s'intitule Liberté, Liberté, et ce numéro est paru en mai. Et là, donc, on découvre dans ce livre qui vient de paraître, on découvre un petit village assez éloigné de tout. Et le premier chapitre, on suit... alors, d'abord, oui, avant d'arriver au premier chapitre et à la connaissance du premier personnage, il y a toute une page qui commence par cette phrase, plusieurs paragraphes qui commencent tous par cette phrase « Je sais ». Qu'est-ce que tu as voulu mettre en exergue là? Je sais, sur les traces des ancêtres, là où on célèbre les noces du soleil et de la pierre, à l'ombre de la montagne et le vertige. Je sais, c'est plus long, hein. Je sais, dans les ruines de ce pays, les hommes s'effacent pour faire place au chant qui surgit de chaque pierre, chaque buisson. Je sais, au milieu des vestiges, les traces s'estompent, subsistent l'émerveillement des premiers jours, quand palpite l'innocence, etc., etc. Je ne sais pas comment répondre, mais enfin, disons que ces deux premières pages, j'ai mis peut-être 6-7 semaines pour les écrire, parce qu'il fallait absolument que le roman soit posé, c'est-à-dire que le narrateur là dit « je sais », et puis après c'est « ici, ici, ici ». Et c'est ainsi qu'il termine. Il pose les jalons de ce qui va suivre, de ce que va être cette histoire, l'histoire de ce village. Donc je sais ce qu'ont fait les ancêtres, je sais ce qu'il y a sur cette terre, l'amour qu'il y a sur cette terre, la possibilité de s'inventer, je sais tout cela. Mais ici aussi, ils ont trahi. C'est ça. Donc c'est poser toute l'histoire qui va arriver. Et puis, c'est un narrateur, on ne sait pas qui est. Peut-être qu'on le sait après, mais au départ, on ne sait pas qui parle. Et c'est ça ce que je voulais qu'on ne sache pas, que le lecteur, la lectrice aille au bout. Alors, l'histoire commence donc dans ce petit village de la Source des Chèvres, une bourgade tranquille, à distance du tumulte de la grande ville. Au début, on a l'impression que la ville y coule sereine, comme hors du temps. Les pierres bruissent et roulent au moindre frémissement de l'air. Le sable se déplace avec lenteur, grain par grain. Les hommes cultivent leurs parcelles de terre. Les femmes s'occupent du foyer et de l'éducation des enfants. On se croise, on se retrouve entre familles et voisins sur la place du village, au café, à l'épicerie, à la mosquée, à l'école. Et puis un jour, il va se passer une chose étrange. L'un des personnages veut aller à la ville qui se trouve à 4 kilomètres. 400 ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas à 4 heures. Ah oui, à 4 heures, c'est ça, 4 pas 4 kilomètres. Je me disais tout à coup, ils peuvent la faire à pied. Non, c'est 4 heures, bien sûr. À 4 heures, le village va se trouver plongé dans un isolement total. Le car qui passe habituellement ne passe pas pendant quelques jours. Et puis, vont arriver des militaires, des camions. Et le village va devenir un huis clos. Oui, ce texte, je l'ai écrit entre 2015 et 2018. Donc bien avant le confinement, tout ça. C'était cette question d'expérimenter l'enfermement.
ce village paisible qui pourrait se situer n'importe où dans le monde, où des gens vivent à leur mesure, mais ils sont reliés au monde par une route qui amène jusqu'à la grande ville et on peut trouver éventuellement ce dont on aurait besoin qu'on n'a pas sur place. Sauf que du jour au lendemain, des militaires ferment au nom, parce qu'il y a une décision d'un maître, celui que j'appelle le maître, qu'on ne désigne pas, on ne sait pas qui c'est le maître, chef de l'État ou pas, ou chef de tribu. En tout cas, ce n'est pas important. C'est que ce village est fermé, et comment le village va vivre? Comment les villageois, les villageoises vont pouvoir s'inventer alors qu'ils sont coupés du monde, tout seuls? C'est toute la question de ce texte-là. Et évidemment, pourquoi est-ce que ce village est fermé tout à coup? Et il va falloir trouver des raisons et des boucs émissaires. Et des responsables. Voilà. Et donc, le village, il va se passer quelque chose, c'est qu'on va essayer de trouver pourquoi on est enfermé. Et à ce moment-là, comme on n'a pas de raison, et on va dire, c'est à cause des voisins. C'est lui. Ce voisin, c'est lui qui a fait. L'histoire humaine est pleine de choses dans ce sens-là. Donc, c'est ce voisin. Et ce voisin, on va donc le persécuter. Et puis, un jour, peut-être, attenter à sa dignité ou faire en sorte qu'il parte, qu'il s'exile. C'est un village assez particulier où il y a des femmes et des hommes et des enfants. Il n'y a pas d'adolescents. Il n'y a aucun adolescent parce que les adolescents, quand ils ont 12-13 ans, ils partent pour la ville, pour travailler, pour se prostituer, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas le propos du roman. Le roman, c'est comment on vit dans ce village-là quand on est enfermé, quand on n'a plus de lien avec le monde. Parce que le monde, il suffit juste de traverser comme le dit si bien, si joliment Yvon Lemaine, quand je lui ai demandé comment tu es allé vers le monde, il a dit j'ai traversé la rue. Alors, si on sort de son village et qu'on traverse la route, et donc on rencontre le monde, là, c'est plus possible. Il faut parler des personnages, des personnages principaux qui habitent ce village. Alors, il y a un fou. Il y a toujours un fou qui dit les choses sans doute les plus sensées que l'on puisse lire dans le livre. Le fou qui harangue, mais on peut parler des autres personnages aussi. Oui, alors le fou, juste dire qu'il n'est pas tout à fait fou. C'est le fou du village et c'est en même temps le poète. Et c'est en même temps Cassandre, celle qui va dire ce qu'on ne veut pas entendre. C'est cela le fou. Parce que le fou dans la culture maghrébine et de manière générale dans la culture africaine est respecté. C'est-à-dire qu'il est fou, on le met au banc de la société, mais on ne le touche pas, on ne lui fait pas de mal. Par contre, on l'écoute. Et même on l'écoute dans les sociétés africaines. Mais là, précisément, comme il est fou et qu'il est poète et que c'est trop, c'est insupportable. Il dit les choses bien avant tout le monde et il est d'une grande lucidité. Et puis il y a des personnages, il y a Abdelkrim, personnage principal avec son épouse, leurs enfants qui vivent tranquillement, qui ont des amis, qui essaient de vivre, mais alors en inventant chaque petite chose. Il a un bout de terre dans la palmeraie où il cultive des légumes. Mais il y a à un moment donné quelqu'un dans le village qui va dire maintenant qu'on est coupé du monde, c'est moi qui vais prendre le pouvoir. Et oui, c'est l'homme riche du village. C'est celui qui est riche. Il est riche parce qu'il a des moutons. Et personne n'a de moutons. Bon, il s'appelle Abbas. Abbas, c'est le féroce. Il a 4 femmes. Oui, ou il pourrait avoir plus. Il a des enfants dont il ne sait même pas trop les prénoms. Il ne se rappelle plus. Voilà. Et donc, voilà, il est très antipathique. Qui va jouer un rôle très important, mais c'est peut-être l'un des personnages les plus forts, les plus intéressants, parce que précisément, il est antipathique. Parce qu'il est antipathique. Et donc, voilà, mais il y a d'autres personnages aussi, et il y a ces femmes. Il y a les femmes du village qui vivent là, qui sont au départ soumises, qui sont chacune vit sa vie difficilement, en se contentant de ce qu'on lui donne. Mais à un moment donné, il y a ces femmes-là qui vont réfléchir à leur situation. Et malheureusement, comme il n'y a pas de jeunes, et les seuls jeunes, ce sont des jeunes adultes qui ont 30 ans, qui sont mariés, sont eux pris dans cette folie qui va s'emparer du village. En fait, c'est le village qui devient fou, c'est pas le fou Ziani. Ziani, au contraire, il est là pour avertir, pour dire attention, vous allez au mieux. Mais c'est le village qui va devenir fou. En fait, c'est quoi? C'est l'enfermement. C'est l'enfermement, c'est cette idée de penser que nous sommes assiégés et que par conséquent, on va fermer toutes les portes, toutes les fenêtres et on va dire haro sur l'autre. L'autre, c'est le lointain, mais c'est aussi le plus proche. Et donc on va trouver celui qui est dans ce cas-là, le plus proche, c'est le voisin. Et donc on va
le persécuter, lui porter, l'agresser. Pourquoi? Parce que c'est insupportable. Il faut trouver des responsables. Absolument, parce toujours. qu'il nous tend un miroir. C'est presque du inacceptable. complotisme. C'est pas comme on dit le complotisme maintenant, c'est un peu ça aussi. Et c'est aussi parce que en fait l'enfermement. Les premiers jours, ils sont enfermés. Abdelkrim voit bien que c'est les militaires et il le frappe et tout. Et le maire du village reçoit un appel téléphonique en lui disant « C'est fini. Vous êtes enfermé, vous vivrez seul, vous mourrez seul. Plus personne n'entre chez vous, plus personne ne sort de chez vous. » Donc il y a une femme du village qui était sortie pour aller rendre visite à quelqu'un d'autre. Elle n'a jamais pu rentrer, C'est pas par possible. exemple. Et donc à ce moment-là, les villageois savent qu'ils ne peuvent plus sortir. Ils ne vont plus tenter de sortir. Et alors, personne. Alors, qu'est-ce qu'on sait si les militaires sont là ou pas? Ouais. Voilà, ça, on ne va pas le dire. Bien sûr. Mais voilà. Mais il faut aussi comprendre que les gens puissent se poser des questions. Pourquoi cet enfermement? Quand on voit ce que dit le maire. Le maire qui est un peu personnage un peu falot, un peu voilà. Le maire qui informe ses concitoyens qu'il a reçu des directives et ça donne ceci: habitant de la source des chèvres, son Excellence le maître, le magnifique, l'élevé, le bienfaisant, le sage, l'instruit, le gracieux et distingué maître, le chef des chefs. Que Dieu le miséricordieux le protège, lui donne force et l'assiste, qui le préserve de ses ennemis, qui lui prête longue vie, qui lui donne appui, etc., etc. Publie une ordonnance seigneuriale stipulant qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, votre village est clos. Vous avez trompé sa confiance. Comment? Violé le serment d'allégeance et rompu le pacte de Dieu, vous êtes puni et placé en isolement. C'est vrai que c'est pas très clair. Ils ont raison de se poser des questions. Dis donc, il y a un personnage dont tu parles pas, l'imam. Oui, il y a l'imam aussi. Il y a un marabout, mais il y a l'imam. Alors le marabout. Le marabout, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Non, Voilà, vous allez découvrir le marabout. Mais alors, l'imam, c'est quelque chose. L'imam ici est un homme d'ouverture, un homme qui comprend, qui essaie de. Son rôle, c'est de conduire la prière au moment à chaque fois, donc surtout le maghreb, au coucher du soleil, c'est ça, c'est que comment dire, c'est juste un aiguillon, il n'a aucun rôle d'autre que d'être rassembleur et de conduire cette prière-là. Et c'était quelqu'un, dans ce roman, c'est quelqu'un qui est tout en lumière, et qui est tout en lumière parce que il y a quelque chose en lui qui lui fait croire qu'on peut s'élever. Et on le voit à un moment donné dans une situation de transe. Et là, j'avais envie de parler des mystiques, des soufis, parce que peut-être que c'est une voie intéressante donc, à explorer. Je crois que dans le monde musulman, c'est très, très bien exploré depuis quelques temps. Et moi, ça m'intéresse. Donc j'avais envie que cet imam-là soit dans la lumière et non pas dans le rejet, et non pas dans le comment dire, la haine et l'amertume. Cet imam-là, c'est un homme, comment dire, d'ouverture. Et hier, on était dans une rencontre autour de l'hospitalité et Jean-Michel Le Boulanger parlait de notre nouveau président, de son livre, où il y avait une discussion avec un imam précisément de cette nature-là. Ouais, c'est un très beau livre aussi, dont on parlera ici aussi. Voilà, c'est un livre, moi, qui m'a beaucoup... Alors, on ne peut pas parler de tous les personnages, effectivement, de tout ce qui se passe. Ce qu'on peut dire, c'est quand même que les femmes sont fortes et puissantes. Ah non, c'est vrai. Et puis, il y a les femmes, ça, je crois que si on le dit, tout le monde le sait. Surtout nous, les hommes, on le sait. C'est pour ça que les hommes se sont emparés du pouvoir. Donc voilà. Tu dis ça parce que ta femme est dans le public. Oui. Non, et puis il y a aussi, par la suite, il y a les jeunes, dont Mansour. Oui. Mansour, c'est le victorieux. Oui, c'est vrai. C'est le victorieux. Abbas, c'est le féroce. Abdelkrim, c'est celui qui est dans la bonté. Oui, tous les prénoms disent quelque chose. Slimane est un beau personnage. La paix, donc tous les prénoms disent quelque chose de la nature du personnage. Précisément. Et il y a ce Mansour, ce jeune qui va arriver à un moment donné, et pour essayer comment il va trouver ce village et tout ça, pour essayer d'impulser quelque chose, peut-être une lumière. Ouais. Et ça, il faut le découvrir en lisant le livre.
Ça s'intitule Le silence des dieux. C'est paru aux éditions Zulma et c'est un superbe beau livre. Tu le sais, Yaria, je te l'ai dit dès que je l'ai reçu. On va continuer notre périple. Alors moi, je reste dans la marche de ces mathématiques du jour. En tongue, la marche en tongue. La marche en... c'est pas en tongue, non. Avec Ziad Bakir, vous êtes né en 82 en Tunisie. En 2006, vous obtenez à Sfax une maîtrise en langue et littérature française. Et il est écrit dans la biographie dont vous vous servez pour émigrer à Paris, parce que vous aviez envie de venir à Paris. Oui, alors bonjour à tous. Alors dois-je me justifier de ma francophilie? Eh bien c'est très simple. Donc je me suis dit le meilleur moyen d'aller en France, c'est de faire des études de langue et littérature française. Et donc je suis venu, j'ai fait des études pour venir, contrairement aux étudiants étrangers qui viennent faire des études. Voilà. Ah ouais, ça marche, visiblement. Ça marche très bien. Ça marche. Je suis... Donc, vous y êtes à Paris. En 2010, vous auto-éditez votre premier livre que vous vendez tout seul dans les rues de Saint-Germain-des-Prés. En marchant. En marchant, évidemment. En 2015, vous quittez la France, vous vous retrouvez dans une prison en Libye. Bon. Oui, on va pas essayer de savoir pourquoi. Depuis votre retour en France en 2017, donc vous êtes revenu, vous vous consacrez au voyage et à l'écriture. Et alors ce livre-là, c'est une histoire de marche aussi. J'ai envie de partir du mot d'enfermement, parce que là, ce qui se passe dans L'amour des choses invisibles, qui est sorti chez Grasset, c'est un jeune Tunisien francophile, sans papier, rêveur, un peu fou peut-être aussi. Oui. Oui, je pense qu'il est... pas assez à mon goût. Pas assez peut-être. Personne n'est parfait, aucun fou n'est parfait. Donc il mène une vie de bohème à Paris, et puis à la suite d'une déception sentimentale, ou en tout cas de la certitude que ça ne peut pas aller aussi loin que ce qu'il pensait, il décide, puisqu'il a fait aussi une marche sur les chemins de Compostelle, de faire une marche qui revient dans son pays d'origine, qui passe par la Mecque. Enfin voilà, toute une marche à faire. Et donc décider d'aller à pied, pas en tongue, mais quand même jusqu'à la Mecque en passant par la Libye. Enfin, c'est un peu complexe. Par la Libye en guerre, oui. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez, en gros, c'est presque une fable. C'est inspiré de faits réels, je ne vais pas le nier, mais j'ai voulu que ça soit comme une fable, l'histoire de deux pèlerinages, un réussi, Saint-Jacques de Compostelle, tranquille, une promenade, une partie de plaisir, enfin presque. Et par la suite, donc, le personnage a l'idée de faire la même chose en direction de la Mecque. Ça ne se fait plus d'abord, et puis il est un peu naïf, donc il pense que la marche peut faire la paix dans le monde, vous voyez, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, si on marchait un peu plus, nous n'en serions pas là, si je puis dire. Donc voilà, c'est un peu l'idée du... La mission du marcheur est sacrée, donc il pense qu'on va lui ouvrir toutes les frontières parce que c'est un marcheur, oui, un parce pèlerin. Que tout à fait, c'est une fourmi donc, qui marche. Donc il pense que l'être humain, les êtres humains qu'il va rencontrer, eh bien, ils sont bienveillants puisqu'il est juste un bipède qui marche, il a un sac à dos et puis voilà. Après, bon, il passe quand même par la Libye en guerre et là, ça se complique. Alors, on va raconter la manière dont il franchit la frontière libyenne. Celui qui vient en marchant n'est jamais un étranger, dit un dicton, mais c'est peut-être un espion ou un terroriste. C'est un pèlerin, un mystique. Nous devrions lui faciliter la route. Et s'il cherche à nous berner avec son histoire de pèlerinage, pas mal le subterfuge. Et si c'est un authentique pèlerin, bon, il fera des prières pour nous à la Mecque. Les mystiques sont fous, mais Dieu les écoute. Oh, il est trop tard pour les prières. Ne blasphème pas, frère, regarde-le, il a l'air doux comme un agneau. En temps de guerre, les loups se déguisent en agneaux. Nous l'avons fouillé, il n'a rien sur lui. Typique des espions, tout dans la tête. Je ne veux pas prendre de risques inutiles. Emmenez-le, torturez-le un peu, on verra bien ce qu'il en sort. Yallah. Yallah. Comme dirait sœur Emmanuel, Yallah. Donc ça ne se passe pas aussi bien que ça. Mais alors, il prend ça avec philosophie quand même. Hein. Alors, disons qu'il essaye de prendre ça avec philosophie parce qu'il n'a pas le choix et parce que dans le fond, c'est quand même... il est un peu un talot, donc il a fait des études pour partir en France, mais il les a quand même fait avec passion, n'est-ce pas? Donc il s'en remet à ses saints qui sont donc des poètes.
et des poétesses. Oui, et des Et écrivains, et des aussi. philosophes, et ainsi de suite. En France, alors ça a démarré avant en fait, parce qu'en France il est là et il dit bon bah je vais profiter du système qui nous permet à nous illégaux de rentrer au pays, puisqu'il y a un système qui nous permet de nous renvoyer. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des sans-papiers dans la salle, mais si vous voulez rentrer chez vous, vous avez un billet d'avion offert et un bakshish, donc ça peut aller jusqu'à 500 €. Moi, j'ai touché 500 € pour partir avec le billet d'avion. Et puis bon, avec cet argent, je me suis acheté un sac à dos et des bonnes chaussures de marche. On ne parle pas assez de ceux qui profitent du système en partant. Exactement. Mais parce qu'on ne fait pas assez de publicité pour ça, vous savez. Et en plus, bon, voilà, c'est quand même une arnaque, hein, je veux dire, de proposer aux gens de rentrer chez eux moyennant un billet d'avion et un bakshish, puisque l'expulsion coûte aux contribuables français entre, tenez-vous bien, 10 000 et 20 000 €. C'est nous qu'on paye. C'est pour ça que je vous dis que c'est une... Enfin, nous, on se fait arnaquer. Quoi. Il y arrive pas. Quand il se présente au commissariat pour se faire expulser, on se demande un peu ce qu'il vient faire là. Vous voulez vous faire expulser? Ah oui, mais comment vous êtes venu ici? Enfin, ça interroge tout le monde. C'est pas normal que quelqu'un veuille se faire expulser. Oui, parce que d'ailleurs, c'est comme ça qu'il apprend que le dispositif de retour volontaire existe, parce qu'il ne le savait pas. Et donc, pour lui, bon, pour se faire expulser, il suffit de... Comme un fugitif qui se rend à la police. Hein. Je veux dire, voilà, je suis un illégal, je me rends, hein, donc expulsez-moi si vous voulez. Voilà, je pars, pas de problème, gentiment, quoi, sans violence. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu une fable, un peu un conte, c'est un peu quand même un récit initiatique aussi. C'est-à-dire qu'il apprend à grandir quand même, ce personnage un peu... Il perd de sa naïveté et de son innocence, mais surtout de sa légèreté peut-être par rapport à la vie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a l'impression qu'il vivait comme ça venait, en prenant le plaisir où il le trouvait. Et puis, à force d'avoir quand même des épreuves à traverser, on sent que, même s'il garde son humour, on sent que... Il s'endurcit malgré tout, il devient un peu plus adulte peut-être. Oui, c'est inévitable, hein. C'est un peu peut-être malgré lui, mais c'est inévitable, je pense. Vous voyez, avec ce chemin semé d'embûches, on finit par se réveiller peut-être, ouais, par s'endurcir en tout cas par apprendre à quelque chose et avoir une histoire à raconter. Parce qu'il est obsédé par ça aussi. Il a envie de trouver une histoire à raconter. Oui. C'est parce qu'il aime la littérature le bien le plus précieux qu'un homme peut avoir, c'est une histoire à raconter et à léguer, n'est-ce pas, à ses enfants, si ce n'est à la postérité, mais enfin. Là, il se nourrit d'histoire avec. Il se nourrit d'histoire, avec tout ce qu'il fait, toutes ses traversées. Alors, un autre passage. Évidemment, si on m'avait prédit que je passerais 6 mois de ma vie dans une prison libyenne avec d'autres misérables, sans même pouvoir étendre nos jambes pour dormir. Il est vrai aussi que nous ne mangions pas à notre faim, mais j'étais maigre de nature et sans trop d'appétit. D'un côté, je prenais moins de place dans la cellule. De l'autre, je me faisais écraser par un co-détenu plus robuste que moi. Mais au vu de la qualité de la nourriture, on ne pouvait pas regretter qu'elle ne fût pas servie à volonté. Il est aussi vrai, comme le dit un proverbe espagnol, que la meilleure sauce du monde, c'est la faim. Oui, écoutez, ça, je pense que c'est pas un secret. Après, il faut avoir fait l'expérience de la faim, hein, qui n'est pas une mauvaise expérience en soi. Hein, je veux dire, là, c'est un cas extrême, mais vous voyez, par les temps qui courent, il serait peut-être temps d'adopter un mode de vie minimaliste. Moi, je prêche pour ma paroisse, n'est-ce pas? Parce qu'on parle beaucoup d'écologie et tout ça, et en fait, ça passe par le ventre, tout simplement. C'est-à-dire qu'il suffit de manger moins. C'est aussi bête que ça, en fait, tout simplement. Je pense que le message est passé. Ouais. Moi-même, je le prends en compte. Sans forcément faire le ramadan. Hein. Il n'y a aucune obligation. Parlez-nous de Monsieur de Sonvrignon. Monsieur de son vrai nom. Oui. De son vrai nom, voilà. Je viens de l'entendre parce qu'en le lisant, je n'avais pas noté le jeu de mots, mais là, maintenant, Monsieur de son vrai nom, je l'entends. Et... il faut parfois lire à haute voix. Oui, c'est exactement ça. Qui est
Donc, qui est un imam, justement, parce que je voulais faire l'écho avec cet imam. C'est un imam un peu particulier, quand même. Il est particulier, oui. Mais c'est vrai que je me suis inspiré, puisque M. Bellascri en parlait, du soufisme. Donc, c'est un imam à tendance soufie, mais ce n'est pas dit dans le livre, mais j'ai l'impression que c'est ça. Maintenant que... Ouais. Et donc, il a une tendance soufie, alors il faut nous expliquer. En fait, c'est vague, hein, le soufisme, c'est très très vague. N'importe qui peut être soufi. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'être musulman, je veux dire. Mais Monsieur de son vrai nom est un musulman converti par amour pour sa femme, donc qu'il a perdu. Et donc, après les attentats du 11 septembre, il décide de fonder sa propre mosquée, voilà, qu'il appelle la mosquée Arthur Rimbaud. Voilà. Et c'est une mosquée très sympathique qui donne envie de se convertir. C'est une mosquée en forme de gâteau de mariage à 3 étages. Oui. Avec les couleurs de l'arc-en-ciel, etc., oui. etc. Oui, c'est très sympa comme mosquée. Vous savez, l'écrivain est un peu architecte, n'est-ce pas? Et donc, j'ai voulu faire une mosquée qui me donne envie à moi d'y aller, n'est-ce pas? Et à qui veut. Mais elle n'existe pas encore et j'aimerais bien qu'un jour, peut-être, si quelqu'un... Ça va donner une idée, peut-être, à quelqu'un? Pourquoi pas. Monsieur de son vrai nom rassemble les versets du Coran qui lui semblent peu catholiques. Alors ça, c'est évidemment... dans un petit volume qu'il intitule ironiquement « Joyeuseté de l'ancien Coran ». Donc ça permet de trouver ce qu'on veut, hein, dans le Coran, puisqu'on dit qu'il y a tout dans le Coran. Il dit, puisqu'il y a tout, je choisis ce que je veux, après tout. Oui, il distingue le bon grain de l'ivraie. Mais c'est peut-être pas le même que d'autres imams. Il fait pas forcément le même tri. C'est un esprit libre. Hein. Monsieur de son vrai nom est un Breton, et vous connaissez les Bretons, n'est-ce pas? Donc voilà, il fait ce qu'il veut. Il a décidé qu'il ferait ce qu'il voulait. Donc, moi, il me paraît bien sympathique, Monsieur de son vrai nom. Et si vous voulez, c'est un peu, ça sert à ça l'écriture, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut en fait. Il y a une grande liberté en fait. Écrire, c'est profiter de cette liberté justement. Là, on en profite bien. On sent bien que vous en avez profité, Ziad, dans ce livre pour faire ce que vous voulez. Vous êtes sûr? Ouais. Les passages de Libye, vous avez lu? Oui, mais ça va quand même, je trouve. D'accord, ok. Ouais, non, mais j'avais pas trop faim à ce moment-là, donc ça allait. D'accord. Okay. Non, mais je suis là, donc c'est vrai que... Ouais. Oui, je me dis que... Tout est bien qui finit bien. Oui. Voilà, tout simplement. On sentait qu'il y avait quand même cette volonté-là de finir bien. Tout à fait, oui. Mais alors justement, quand même, disons un petit mot de la fin, parce que quand même... Vous voulez FIN ou FIN? Non, alors la fin, FIN. Non, je ne vais pas dévoiler la fin. Si, vous pouvez dévoiler la fin, ça ne me dérange absolument pas. Ah bah moi, ça me dérange. Moi, ça ne me dérange pas, parce qu'il n'y en a pas. Oh. C'est un épilogue. Épilogue. Oui, une épilogue. Une épilogue. Une épilogue. Un épilogue. Allez-y. Non, je ne dis pas tout. Non, je dis pas tout. C'est juste que sa quête spirituelle s'est quand même transformée en son opposé, parce qu'il devient amoureux de l'argent. Il ne pense plus qu'à l'argent. Il devient trafiquant de drogue? Non, c'est pas ça? Faut pas le dire. Non, on va pas. Non, c'est pas tout à fait ça. D'accord. Bon, vous le saurez. Vous allez, voilà. Faut aller jusqu'à la fin. Lisez le livre, hein, quand même. Ouais. Hein, on est ici pour ça. Hein, lisez le livre et allez discuter avec lui si vous avez d'autres questions à lui poser, et avec eux tous d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour toutes ces lectures. Merci à tous les 4. L'amour des choses invisibles que j'ai oublié de présenter. J'essaie de montrer la couverture juste là de Ziad Bakir, qui est sortie aux éditions Grasset. Il est sorti l'année prochaine et il ressort cette année. C'est ça qui est bien. Il est sorti le 2 juin 2021. Et il est ressorti à Saint-Malo, à Étonnant Voyageur, le 3 juin 2022. Et ça, c'est super. Ça, c'est magnifique. Il sort tous les ans. Vous avez décidé qu'il allait sortir tous les ans. J'espère qu'il sortira l'année prochaine aussi. Mais enfin, après, on vous réinvitera. Alors, on a parlé aussi de Murnau des Ténèbres, le livre de Nicolas Chemla, qui est paru aux éditions Cherche Midi dans la collection Cobra. On a parlé du livre de Yahya Bellascri, Le silence des dieux, paru aux éditions Zulma. Elles sont toujours très reconnaissables avec leur
Alors, jolie couverture aussi. Et puis des le ombres livre de filantes Christian. de Christian Gay-Poliquin aux éditions La Peuplade, qui est bien nommé pour le sujet dont il est question dans ce livre. Et c'est des très belles éditions aussi. Merci à tous les quatre. Vous avez offert aussi un très très beau moment. Allez, à bientôt. À très bientôt, à l'année prochaine Merci. donc.